Une question de Candide. Mhm. Un Candide nous dirait à quoi ça sert d'amener de l'énéagramme dans l'hypnose? Alors, à quoi ça sert d'amener l'énéagramme dans C'est l'hypnose? ça, quoi. La réponse, elle peut être à différents niveaux. Il y a un niveau effectivement qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on pourrait considérer que les 9 modes de fonctionnement énéagramme, ce sont 9 trans. D'ailleurs, quand je fais des formations, je m'amuse à faire des petites trans légères avec les personnes, à les réveiller, entre guillemets, dans un des 9 états pour qu'ils se rendent compte que le regard sur le monde n'est pas le même. Donc déjà, le lien avec la notion de trans, il est fort. Mais bon, ça, je dirais, c'est intéressant, mais d'un point de vue pragmatique et pratique, ça va être plus difficile à utiliser. Un autre niveau évident, c'est que quand on met quelqu'un dans une transe hypnotique, un des gros outils, ça reste quand même la métaphore, et la métaphore adaptée. Et là, on va avoir tout un tas d'éléments de structure, tout un tas de clés qui vont nous permettre de vraiment tailler sur mesure notre métaphore, avec les problématiques. La problématique n'est pas la même. Ne serait-ce que ça, un fonctionnement en flux neuf, par exemple. Le problème de la personne, c'est de s'incarner. Et c'est la question centrale. La question centrale sur un flux 2, c'est donner et recevoir, et le déséquilibre qui existe à l'intérieur de ça. Donc on va vraiment pouvoir aller très très finement chercher des choses, mais sans aller aussi loin, ne serait-ce que sur la logique d'induction de transe, en fonction du mode de fonctionnement de la personne que j'ai en face de moi, je n'induis pas les trans de la même manière. Alors, il est évident que tous les chemins mènent à Rome, et que si on a une personne, un praticien qui a un style d'induction qui marche avec tout le monde, ça marche avec tout le monde. Mais On est dans le prêt-à-porter, là. on est un peu dans le prêt-à-porter, on est d'accord. Mais si vraiment on veut être élégant, rapide, efficace dans son induction de trans, on peut complètement la particulariser, profil par profil. Il y a des trucs qui marchent mieux ou moins bien avec d'autres. Le mode de langage, on pourrait voir aussi les réceptivités à certains éléments du métamodèle sont différents. On pourra en parler d'ailleurs, ça pourrait être un sujet qu'on aborde. Mais sans aller jusque-là, rien qu'en prenant le centre de préférence de la personne, on peut vraiment avoir déjà un premier guide tout simple par rapport à ça. Chaque centre aurait à ce moment-là une prédisposition à un certain domaine de langagier. Oui, ça très clairement en termes de métalangage, on a des choses comme ça. Mais même sans aller alors, sur le canal du langage, qu'on pourrait explorer par ailleurs. Alors les centres déjà, pour ceux qui ne connaîtraient rien à l'énéagramme, c'est une logique, je dirais, assez classique. Tout être humain a un centre instinctif, donc il a des tripes, un centre émotionnel, il a un cœur, et un centre mental, il a une tête. D'accord ? Et les fonctions de ces différentes parties sont chacune de sa place. On pourra voir par ailleurs ce qu'il en est. On a tous les trois qui fonctionnent. Si à un moment donné, que ce soit toi ou moi, on en a un des trois qui ne fonctionnait plus, on ne serait plus là. Donc tout est à sa place. Tout est à sa place. On n'aurait pas d'instinctif, on arrêterait de respirer. On n'aurait pas d'émotionnel, on ne pourrait pas relier ensemble. On n'aurait pas de mental, on n'aurait pas de verbe. Donc on serait bien embêté. Mais dans l'approche de l'énéagramme, quand un flux domine, chaque flux va être classé par centre dominant. Donc, c'est-à-dire, à un moment donné, un flux domine, un centre prédomine. Ce qui ne veut pas dire, et on va parler par abus de langage, des gens qui seraient plutôt instinctifs, émotionnels ou mentaux. C'est une prédominance à l'intérieur de la personne. Ce n'est en aucun cas une valeur absolue par rapport à la population totale. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir quelqu'un qui a un centre instinctif très fort et un mental qui arriverait en troisième position,
qui aurait malgré tout un mental qui serait, pour peu qu'on puisse mesurer cette chose-là, et je ne suis pas du tout sûr que le QI soit le bon outil, mais Moi non plus. non, je ne pense pas. Mais enfin bon, admettons hypothétiquement qu'il y aurait cette mesure qui serait possible. Peut-être que cette personne qui a le mental entre guillemets en troisième a quand même un mental plus musclé qu'une autre personne qui aurait le mental en premier. Hein. C'est propre à soi-même. Donc c'est pour ça, écartons tout de suite la caricature. Les instinctifs ne sont pas des gros bœufs. Les émotionnels ne sont pas des madeleines qui pleurent et les mentaux ne sont pas forcément Einstein. Hein. Donc, c'est pas du tout sur cet angle-là qu'il faut le voir. Ceci étant dit, il y a quand même cette prédominance et cette prédominance nous dit beaucoup de choses. J'ai face à moi un client émotionnel. Le client émotionnel, ce qu'il va chercher à faire, c'est être en relation avec l'autre. Donc, si j'induis une transe avec un client émotionnel, c'est relativement facile. Quand on a étudié la PNL, l'hypnose, etc., normalement, on maîtrise la synchronisation. Normalement. On est censé, quand même, c'est base du technicien, la synchronisation. Donc, à un moment donné, l'idée, je me synchronise avec la personne, et comme elle est dans l'émotionnel, elle va très bien se synchroniser avec moi en retour. Et une fois que la synchro est établie, en bon praticien en hypnose, je me mets en transe, je commence à descendre. Et si je commence à descendre, comme elle est synchro, la personne se met à descendre. Et puis moi, à un moment donné, quand elle a commencé à descendre, hop, j'arrête, je la laisse continuer toute seule. Donc ça peut aller très très vite. Une fois qu'on a une bonne synchro, ça va vraiment très très vite. La personne qui a une prédominance instinctive, elle a un problème de survie. Elle a un problème de vivre dans une jungle où il faut faire faim. Il ne faut pas se laisser bouffer. Donc à un moment donné, cette personne-là, elle va être en résistance. L'instinctif est toujours en résistance. Et donc si cette personne-là est en résistance, ben, je ne sais pas si... je suppose, toi qui es enseignant en hypnose, il doit t'arriver de raconter à tes stagiaires l'histoire de Lance Henriksen. C'est un classique. Ouais. Un classique. Comment tu la racontes quand tu la racontes? Parce que selon les formateurs, on ne la raconte pas pareil. Ah ben, Lance Henriksen, il ne veut pas aller dans une direction donnée, donc on va lui donner la direction inverse à la direction où on veut aller. Et le laisser faire à sa façon. Voilà. Donc ouais, c'est ça. Hein. C'est à un moment donné, l'âne, il veut rentrer dans il veut pas rentrer dans la grange. On le pousse, ça rentre pas. On le tire, ça rentre pas. Henriksen, il arrive et il lui tire la queue. Et donc l'âne rentre dans la grange. C'est-à-dire que à un moment donné, demandez à la personne le contraire de ce que vous voulez. Et en hypnose, ça marche très très bien sur une induction, sur un instinctif. Vous lui demandez exactement le contraire. Et je ne veux pas que tu fermes les yeux trop vite, par exemple. Ça marche très très bien en instinctif. Et surtout, je ne veux pas que tu fermes les yeux trop vite. À la seconde qui suit, les yeux sont fermés. Donc, à un moment donné, l'instinctif, finalement, si on a maîtrisé ce rebrousse-poil, c'est relativement facile, ça roule. Utilisation de la résistance. Utilisation de la résistance. Un fonctionnement très centré sur le mental est a priori celui qui va poser le plus de problèmes. Parce que un coup je résiste, un coup je résiste pas, un coup je fais ce qu'il me demande, un coup je le fais pas, en fonction de comment j'évalue la situation, pour pas me laisser enfermer, pour pas lâcher prise, hein, puisque le problème du mental c'est le lâcher prise qui ne se fait pas. Et à un moment donné, c'est un petit peu, quand vous êtes face à un flux mental en face, c'est comme si vous jouiez une partie d'échecs. Et je joue telle position, et c'est un petit peu un jeu du chat et de la souris. Alors si vous êtes bon aux échecs, et puis que ça flatte votre ego, c'est vrai, après tout, vous pouvez dire, ah, c'est moi le plus fort, c'est moi qui ai gagné. Ou vous pouvez laisser ça, et puis éviter d'user votre énergie à cet endroit-là. La personne en face de vous veut contrôler, pas de problème, elle va contrôler, vous la surchargez. Vous la surchargez, c'est-à-dire, ok, tu veux contrôler, d'accord. Alors je te propose de visualiser ce joli champ avec ces épis de maïs qui flottent au vent, et la manière dont tel épi ne flotte pas de la même manière que tel autre, et qu'en plus, il y a les rayons du soleil qui ne frappent pas pareil, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et puis en plus, sur tel épi, tu as la petite coccinelle qui a
Combien elle a de points sur sa carapace d'ailleurs? Tiens, on pourrait essayer de se poser la question. Et qu'en plus les rayons de soleil jouent et donc font que peut-être des fois on voit un point, des fois on ne le voit pas. Et puis qu'en plus il y a la goutte d'eau qui tombe, enfin, hein, etc. À un moment donné, le mental qui va chercher à suivre, à contrôler ça, il va tomber en saturation et ça va lâcher d'un coup. Alors, le piège, bien sûr, c'est quand on fait ça, de ne pas chercher à contrôler tout ce qu'on envoie, parce que sinon c'est nous-mêmes qu'on sature. On est bien d'accord. Le but, c'est pas de contrôler. Si on est de nouveau dans la partie d'échecs, c'est vraiment c'est la fantaisie du moment. L'autre en face pense qu'il y a une stratégie derrière, et donc il va essayer de coller tous les morceaux pour voir. Et il va saturer. Et là, la porte est ouverte à une entrée en transe facile. Saturation, confusion. Saturation, confusion. Donc, à un moment donné, en fonction du mode de fonctionnement, on peut complètement faire ça. Après, on peut jouer sur la respiration, sur des choses comme ça. Ce qui va nous renvoyer au lien entre énéagramme et corps, mais c'est un autre sujet. J'ai vu des choses sur Internet autour de quelque chose qui dirait l'énéagramme avec l'hypnose, les points cosmos. Les points cosmos. Bon, il se passe tellement de choses sur Internet, et puis que la journée fait que 24 heures, donc je n'y suis pas tout le temps. C'est une technique particulière qui dirait certains points qui s'appelleraient des points cosmos. Je ne sais pas d'où sont les racines de ce là. Hein. C'est quelque part des points alignés sur l'axe, probablement en lien avec les chakras. C'est les points qu'ont dégagé Barbara Shields et Alan Tovey. Ça ressemble à ça. C'est-à-dire que par rapport aux différents chakras, une association qui serait faite entre le type, j'aime pas trop ce mot, hein, mais le flux énéagramme, et à un moment donné, oui, ça, mais ça s'appelle pas, ils ont appelé ça point cosmos maintenant. Non, là, mais je n'ai pas trouvé de racine, je ne sais pas d'où ça vient exactement. Eux, ils appellent ça bon, le site est en anglais, hein. Je crois que c'est les... Moi, je l'ai vu en français, mais il n'y avait pas la citation de leur source. Mais c'est pas Cosmos qu'ils utilisent comme mot. C'est pas Cosmos qu'ils utilisent comme mot. Alors après, je sais pas si quelqu'un l'a repris ou il a changé les noms. Enfin, faut voir si cette personne cite ses sources ou pas, c'est la question. Donc en fait, oui, c'est d'ailleurs assez intéressant d'aller voir leur site, mais il est en anglais. On pourra donner l'adresse d'ailleurs. Avec la technique, je crois qu'on doit pouvoir le mettre en surlignage sur les vidéos, comme ça, ça va pouvoir se faire. Donc à un moment donné, c'est un gars qui fait de l'aïkido et qui s'est rendu compte qu'à un moment donné, alors dans l'aïkido, il y a des exercices qui consistent à faire bouger la personne et ce que la personne trouve son centre, et quand elle a trouvé son centre, on ne peut plus la bouger, même si elle est débutante. Hein. Et voilà, c'est ça alors. Et donc en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait des endroits où centrer la personne, et il donnait des instructions à des personnes qui n'avaient jamais fait d'aïkido, et ça marche très bien. Et ces points correspondent à des centrations sur les différents chakras, avec des postures qui sont particulières, et sont complètement en corrélation avec les flux. Alors après, eux, ils utilisent ça pour tout un tas de... mais c'est pas vraiment de l'hypnose qu'ils font avec, je crois, je sais pas. Faudrait creuser la question. Alors après, on peut pas... Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde de l'énéagramme, c'est pas ma spécialité là-dessus. Moi, je renverrai à leur site, qui est en anglais, mais c'est vrai que ceux qui ne comprennent pas l'anglais, il y a des moteurs de traduction, Google et autres, qui marchent très très bien maintenant. C'est assez intéressant, leur travail. Merci. Je t'en prie.